Ça fait des millénaires qu'on fait la farine sur meule de pierre. Puis là maintenant, en 2024, on dit on innove avec un produit que finalement parce qu'on a est aussi, fait depuis des millénaires. N'achetez pas vos baguettes en grande surface, s'il vous plaît. Je passe le message. Quand on a une famine dans un désert, je pense pas qu'on balance des beignes ou des hamburgers. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? De la farine. On balance de l'eau et de la farine. C'est ça. Okay? Exact. Est-ce que dans une vie, il est essentiel d'avoir un iPhone? Or, le gluten, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Ferment Mind. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Rudy Lexey. Bonjour Rudy. Bonjour. Et donc aujourd'hui, ça va être un épisode vraiment particulier. Déjà, pour le lieu de tournage, on a la chance de tourner dans une meunerie, on va pouvoir en parler un tout petit peu plus tard. Et puis on a aussi, moi, c'est un épisode bien particulier pour moi parce qu'il est très... Rudy, tu es quelqu'un qui a, en fait, si ce podcast aujourd'hui est en route et comme il est, c'est aussi grâce à toi parce que tu m'as beaucoup aidé au lancement de ce podcast. Et pour moi, c'était important de faire cet épisode avec toi et d'attendre d'être un petit peu plus rodé pour pouvoir faire un épisode un peu en ton honneur quand même parce que tu m'as aidé et tu m'as permis de m'entraîner au niveau de mon élocution, au niveau de beaucoup de petites choses au niveau technique. Donc encore merci à toi Rudy. Puis je vais te présenter un petit peu, même si tu le feras pour les auditeurs, mais tu es donc meunier au Québec, donc dans la belle région de Charlevoix, et tu as donc la meunerie Moulin de Charlevoix à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. Exactement. Si tu veux te présenter un petit peu en quelques mots, présenter ton parcours. Mon parcours, en fait, je suis belge d'origine. J'ai immigré ici en 2003. Assez rapidement, après mon immigration, j'ai baigné dans le milieu dans lequel j'étais déjà en bonne partie, qui est le milieu de la farine. La farine. Et puis, assez rapidement aussi, j'ai été appliqué dans la région de Montréal, donc à 400 km d'ici, à créer une meunerie, on va dire, spéciale, novatrice, qui allait vraiment à contre-courant par rapport à ce qui existait à Montréal. D'accord. Et puis ici, c'est encore plus à contre-courant. On va pouvoir avoir effectivement l'occasion d'en parler. Puisque ici, vous êtes dans un lieu patrimonial. Exact. Et chargé d'histoire. Vraiment, on est dans un moulin de 1825, qui est rare au Québec évidemment. Et puis, on a créé en fait un projet industriel qui est là derrière nous. Sur plusieurs étages, ici on est sur un étage. Exactement, donc là on est donc dans la meunerie donc, du Moulin La Rémy, industriel, mais ce qui est beau, on va pouvoir en parler au fur et à mesure de cette émission, c'est que c'est un moulin certes donc, au niveau industriel, mais ça reste un certain artisanat et ça reste une meunerie artisanale dans certains termes, dans beaucoup de termes. On est donc une farine, donc tu produis de la farine biologique, certifiée biologique sur meule de pierre. Exact. Donc on a la chance justement, alors on s'excuse par avance pour le son qui pourrait être légèrement en deçà au niveau qualité, mais qui vous propose quand même de belles images assez uniques parce qu'on est juste derrière nous, il y a les 4 meules de pierre qui permettent de moudre ta farine que tu produis Si vous écoutez là, le son là, avec lequel vous êtes bercé, en fait c'est le clapotis du cheval. Exact. Clac, 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 clac. Exactement. Okay. Donc vous allez avoir l'accompagnement du clapotis du cheval tout au long de l'émission. De cette émission. Et d'ailleurs, donc cette émission, alors forcément, tu es meunier, donc on va parler de tout un tas de sujets avec toi qui vont être très intéressants. On va parler de farine, on va parler de meunerie, de grains de blé, d'agriculture, mais aussi de consommation, de partage de transmission aussi, parce que ça reste des sujets importants. On va voguer au fur et à mesure de ces sujets. Mais bien avant, on va commencer par la première rubrique, la rubrique qui s'appelle « Casser la croûte ». Mais pour commencer cette rubrique,
moi j'ai à chaque début de rubrique une petite rubrique d'introduction que je sais que tu vas bien aimer, qui s'appelle Bien ou mal. Alors cette rubrique Bien ou mal, c'est quoi? C'est un petit questionnaire de 5 questions où tu peux répondre que par bien ou par mal. Okay. Alors c'est voulu pour être subjectif, c'est dans ton opinion, je veux te prêter au jeu. Bien évidemment, au cours de la rubrique, après, tu pourras revenir sur les questions et puis les affiner en détail pour toi. Ok. Ok. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Alors, c'est parti pour la rubrique Bien ou mal. Alors, première question. Bien ou mal de moudre du blé sur cylindre? On a le choix d'une troisième réponse. je sais exactement que. Non. Justement, je sais que c'est compliqué parce que on a eu l'occasion d'en parler. C'est ni bien ni mal. Ok. On va dire que tu as le droit à un joker par rubrique Bien ou mal. Ok. Ça te convient? Alors, bien ou mal de privilégier la qualité nutritive d'un blé au détriment de sa productivité? C'est très bien. Bien ou mal de blanchir la farine? Complètement aberrant. Aberrant, merci. Bien ou mal d'utiliser des améliorants lorsque l'on fait du pain bio? Absurde. Absurde, merci. Tu vois, ta façon de détourner des réponses, mais c'est très bien, c'est très malin. Bien ou mal de ne pas... Donc ça, ce sera la dernière question. Bien ou mal de ne pas s'intéresser à la farine quand on est boulanger? C'est même pas pensable. Mais merci pour avoir répondu à ces questions bien ou mal. Si tu veux, on pourra y revenir. Donc c'est des questions subjectives. C'est le but, c'est de pouvoir jauger très rapidement, en fait, un peu du point de vue de la personne que j'invite avec moi pour les auditeurs à avoir un point de vue rapide sur certains, déjà sur les sujets qu'on va aborder lors de cette rubrique. Donc on va commencer tranquillement cette première rubrique, casser la croûte, justement pour que tu nous expliques un petit peu ton métier et pourquoi tu as choisi sur de la meule de pierre, un petit peu ce que c'est la meule de pierre pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et aussi, on pourra revenir sur pourquoi de faire de la farine biologique, en quoi ça peut être important aussi pour toi et pour la farine à la fin. Première question existentielle. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Ouais, c'est compliqué, mais... Pourquoi j'ai choisi ce métier? J'ai découvert le métier et j'ai pas choisi le métier. Ouais. C'est le hasard de la vie, des fois, qui nous emmène dans des chemins complètement inattendus et où j'aurais jamais pu croire dans mon adolescence, mon début même de la vie adulte, qu'un jour j'aurais été meunier. Pour moi, c'était pas quelque chose, tu sais, comme un jeune gamin qui veut être pompier et qui va tout faire pour devenir pompier. Là. Ouais, c'est vraiment C'est le hasard complet de la vie, mais... Les opportunités que tu as peut-être prises à un moment donné qui t'ont amené vers ça, en fait. C'est un peu le propre d'un entrepreneur. Hein. Ouais, exact. Un entrepreneur, c'est une personne qui sait saisir les opportunités. J'ai eu cette opportunité-là de m'intéresser au sujet du grain, au sujet du blé, puis par la suite de la farine. Et je te dirais que à force de travailler le grain, à force de travailler après ça la transformation du grain, je me suis rendu compte que ça devenait au départ un intérêt, puis ça devient là maintenant plus comme quasiment une mission. Donc pourquoi j'ai choisi... Une mission à ce point-là? Oui. Parce que ça va dans tes valeurs et que tu as vraiment une défense de ce pourquoi tu fais. Tu as trouvé un sens dans ça? Je pense que ce qui importe dans une existence, puisqu'on est dans une question existentielle, exact. C'est, en tous les cas pour ma part, de laisser au prochain. Or ici, on est dans un bâtiment patrimonial. On a redonné une vocation à ce bâtiment qui était arrêté complètement. Et j'espère que après même des décennies après mon décès, cet endroit magique continuera sa vocation de faire une farine extraordinaire. Donc cette question de pourquoi et pourquoi c'est devenu une mission là, je dirais que non seulement pour poursuivre cette activité régionale, il
Il faut savoir qu'on est à 400 km des clients de Montréal. Alors, il ne faut pas négliger les clients locaux, puis des clients, même à Québec aussi. On est à 1h15 de Québec. Hein. Mais je dirais aussi que, et on l'a vu, on le voit régulièrement quand on a des famines, quand on a eu la crise de la COVID, et puis il va y en avoir d'autres, hein, on a pu, dans ces moments-là, déterminer qu'est-ce qui était essentiel. Exact. Est-ce que dans une vie, il est essentiel d'avoir un iPhone? Est-ce que dans une vie, il est essentiel d'avoir une belle voiture de luxe? Exactement. Là, la chose sur laquelle on va s'attarder le plus, parce qu'à un moment donné, chaque être vivant, il veut tout faire pour sa survie, c'est d'abord de se nourrir. Et se nourrir sainement, entre le choix d'avoir un produit transformé qui est issu d'une certaine industrie, ou le choix d'avoir un produit essentiel conçu de façon naturelle, mais surtout essentiel à la vie. Quand on a une famine dans un désert, je ne pense pas qu'on balance des beignes ou des hamburgers. Okay? Non, on se rattache à un produit de qualité. Qu'est-ce qu'on fait? De la farine. On balance de l'eau et de la farine. C'est ça. Okay? Le premier aliment, en fait. Sans ça, on n'a pas de survie. C'est la base de notre histoire, en fait. Donc je dirais que pour moi, c'est devenu une mission. Pourquoi? Parce que la façon dont ici on fait la farine est extrêmement différente de toute l'industrie. Justement, en quoi c'est là qu'on va pouvoir en revenir. En quoi la farine ici est différente? Qu'est-ce que la mouture sur meule de pierre? Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots justement pourquoi c'est différent? Qu'est-ce que c'est que cette mouture justement sur meule de pierre qui tourne derrière nous? Je dirais, si on parle de différence, pour moi, elle ne se limite pas juste à la comparaison meule de pierre, cylindre. Ici, on fait plus une comparaison pour expliquer, en fait, justement, parce que là, techniquement, on peut expliquer un peu c'est quoi la différence, mais je dirais c'est le projet dans sa globalité qui est la différence. C'est pas simplement le fait de moudre sur meule de pierre, ça va être la localisation où tu vas être, ça va être l'histoire du bâtiment, puis aussi le choix de tes blés, de tes champs qui vont faire que ce projet est différent. Je dirais beaucoup plus la relation, dans l'industrie, on a une relation relativement en silo entre les différents paliers. Dans notre cas, entre la boulangerie, pour arriver au produit du pain, on a plusieurs chaînes, plusieurs maillons dans la chaîne. Exact. Évidemment, le premier maillon, avant le boulanger plutôt, est le meunier. Exact. Mais des fois, on en a plusieurs autres. On peut avoir des traders, on peut avoir des distributeurs, on peut avoir toutes sortes de monde qui, au bout de la ligne, s'obligent à ne pas se parler. Pourquoi? Parce que ces gens-là, souvent, ont une tendance un trader, c'est son métier. Hein? Son métier, c'est de faire de l'argent. De l'argent sur quoi? Sur ceux qui vendent. Okay? Oui, tout à fait. En faisant de l'argent sur ceux qui vendent, il ne faut surtout pas qu'il donne ses sources, et encore moins aux sources qui donnent ses ventes. Okay? Là, si je suis un peu ton procédé, ce qui va changer, ça va être vraiment le côté traçabilité, le côté source de ce que tu fais, où tu es transparent sur tout ce que vous faites en la meunerie et avec tes agriculteurs aussi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Okay. Mais avant qu'on aille dans toutes sortes de détails de ça, la différence sur la meule de pierre et cylindre. Pas forcément de la différence, juste pour peut-être quelqu'un qui en fait est chez lui et qui boulange pas forcément, parce que je ne sais pas qui va regarder notre émission, mais quelqu'un qui se demande comment la farine est faite, tout simplement, comment ça se passe. Si tu peux nous expliquer un peu comme nous faire une petite vulgarisation de ton moulin sur meule de pierre en quelques mots principes pour établir les bases pour qu'on puisse c'est assez simple, ça fait des milliers d'années que les gens font de la farine sur des meules de pierre. En fait, tu as 9 fois sur 10 une pierre qui ne bouge pas. On appelle ça la dormante. Qu'elle soit petite de même ou énorme, c'est toujours le même principe. Et tu as une pierre qui tourne. Maintenant, les manières d'introduire le grain entre les deux, puisque c'est ça qu'il faut faire,
elle va dépendre des régions de la planète, elle va dépendre de si c'est le mouvement, il est entraîné par l'être humain, par des animaux, par de l'énergie. Ça dépend. Mais ça fait des milliers d'années qu'on fait ça, il n'y a rien d'innovant sous le soleil. Non, tout à fait. Okay. Mais je ne sais pas si tu as... Justement, j'ai pu en parler avec un de mes anciens invités, justement, qui est agriculteur, où on se retrouve avec des gens aujourd'hui, à force de consommer, on reviendra sur ces sujets-là plus tard, mais de consommer en fait en supermarché, d'acheter très souvent, en fait, de plus avoir de rapport avec celui qui fabrique, le monde du tertiaire, en fait, l'agriculteur, le meunier, celui qui produit le lait, par exemple. En fait, les gens oublient comment ça se fait, oublient les étapes clés. Que oui, c'est une vache qui fait du lait, par exemple, mais revenir sur comment ça se passe, les étapes. Là, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que pour certains, la meule et le cylindre, etc., la farine, en fait, ils ne savent pas vraiment ce que ça pourrait vouloir dire, la meule, en quoi une meule, ok, c'est une meule de pierre, mais en quoi c'est différent, qu'est-ce que ça apporte. C'est plus sur ça que je voulais en fait venir avec toi, pour rappeler, en fait, redonner quelques bases. C'est aussi ça que sert la première partie, c'est pour redonner quelques bases avant qu'on puisse discuter dans des sujets un peu plus profonds, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on dise et que ce ne soit pas trop une charabia. Mais en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. Puis l'accès à l'information, on n'a jamais eu, au moment où on se parle, autant d'accès à l'information. Donc maintenant, je veux dire, n'importe qui achète n'importe quel produit dans le supermarché ou dans l'épicerie, là, peut éventuellement, très facilement, au lieu de regarder des émissions, on en peut finir, là, s'instruire. Tout à fait. Tu peux apprendre n'importe quel métier du monde. Et tu as de l'information relativement rapidement sur la chose qui t'intéresse. À tel point que maintenant, on est capable de prendre la photo de n'importe quoi, une roche, un végétal quelconque, savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a de bon pour nous, pour la nature, etc. Donc, je vais expliquer ici brièvement ce qu'on fait. Je vais expliquer brièvement qu'est-ce que fait l'industrie en règle générale à 99,9%. Mais celui qui recherche une information sur le métier, il va l'avoir extrêmement facilement. Je pense que tu vas certainement mettre cette émission sur YouTube. Hein, ça sera mis sur YouTube évidemment et toute autre plateforme. Qui est un canal de communication facile. Tu tapes farine sur meule de pierre et puis tu vas avoir des centaines de vidéos qui vont apparaître, qui vont expliquer toutes sortes d'aventures, etc. Or ici, on est dans un moulin au Québec. Il faut savoir qu'au Québec, les meules de pierre viennent à peu près toutes de la même place, de la Ferté-sous-Jouarre. Toi qui es français, la Ferté-sous-Jouarre, c'est au nord de Paris. Une carrière qui existe depuis plusieurs centaines d'années, qui a été arrêtée dernièrement, dans les années 60, là, en fait, parce qu'il y avait plus de marché. Le marché de la meule de pierre n'était plus là puisque c'était le silex d'acier, mais surtout parce qu'il n'y avait plus trop de silex non plus. Alors le silex a cette propriété d'être extrêmement dur, mais poreux en même temps. Donc ça veut dire que vous avez une surface qui est dure, donc qui ne s'use pas facilement, mais dans laquelle il y a des porosités dedans. Et c'est très particulier, ce qui donne une mouture très fine, très spéciale, qui a longuement été recherchée. Et alors pourquoi je dis que naturellement au Québec, on a des pierres qui viennent de là? Pourquoi naturellement? Il faut savoir qu'on est une ancienne colonie française. Exactement. Hein, et que du Québec me rappelle les Français, les Français, au départ, dans leur système, allaient à gauche et à droite. Là, on parle des années, on remonte il y a plus de 400 ans. Allaient avec leurs navires chercher, parce que ce qu'ils voulaient trouver, c'était de l'or. C'était leur recherche principale. Aller à gauche et à droite chercher des choses, de l'or éventuellement. Comme ici, ils n'ont pas trouvé de l'or, mais ils ont trouvé de la fourrure. Donc, ils venaient ici pour faire du commerce, comme ils sont venus ailleurs sur la planète pour faire du commerce. Mais une fois qu'ils se sont dit, on va installer, plutôt que des comptoirs commerciaux, on va s'installer sur place,
Alors à ce moment-là, on transformait le comptoir commercial en colonie. Okay? Et la colonie demandait d'avoir des gens sur place qui restent sur place. Or, à l'époque, la farine dans les navires d'époque, à voile, pendant 3-4 mois de navigation, avec l'eau de mer, etc., ça se voyageait, mais très mal. Donc assez rapidement, d'ailleurs, pas très loin, ici proche de Québec, là à côté de Québec, on a créé le premier moulin qui a servi à nourrir la colonisation. Parce que la farine qui arrivait, comme elle avait mal vieilli dans les bateaux, amenait plus de problèmes que d'intérêts. Dont le choléra, exemple. Okay? Donc, on sait que dans les navires, il y avait des rats, il y avait tout ce genre d'affaires. Les navires, de toute façon... ça fait que, comme ça se voyageait mal, assez rapidement... on va faire sur place. On s'est dit, on va cultiver, on va faire la farine sur place. Donc ici, au Québec, proche de la ville de Québec, on a érigé le premier moulin et la connaissance des Européens, des Français, était la connaissance des moulins sur meule de pierre. Alors, on a rapidement eu ici des moulins comme ce qui est ici chez nous, là, qui est organisé par une rivière. Donc, on a une rivière qui passe ici à côté. Exactement. Alors, moi, j'ai fait le choix de laisser la roue, de la faire tourner, mais elle roule elle roule librement. Okay. Ouais, elle fait plus pourquoi? Parce qu'on roule ici 24 heures sur 24, qu'on est au Québec, qu'au Québec, là, on est à la veille. D'ici 24 heures, 48 heures, on va commencer à avoir du gel. Exact. Mais le gel qu'on va avoir là, à peu de choses près, on va l'avoir jusqu'au mois d'avril. Et plus, ok? Merci de nous rappeler à l'hiver québécois, je voulais pas y penser. C'est notre réalité. Donc, voilà, quand j'ai repris le moulin, c'est une des choses que j'ai faites. Après, c'est un moulin électrique, enfin, c'est à l'électricité en fait, ici. Oui, là. Au final, comme c'est Hydro-Québec, on reste, c'est alimenté par l'eau toujours. Parce que oui. Si on remonte loin, au final, le moulin est toujours. Oui, évidemment. Mais bon, la roue est ici à côté de nous, elle tourne toujours, mais c'est simplement parce qu'on a voulu garder l'aspect là où on est d'ailleurs pour la visite touristique. Oui, ça nous permet, je ferai sans doute, de toute façon j'ai déjà fait quelques plans, mais on fera sans doute des plans. Enfin, c'est assez beau et ça nous rappelle quand même, quand on voit une belle roue comme ça, en fait, ça nous rappelle tout de suite à l'histoire et ça parle de lui-même. En fait, ça transmet de lui-même en fait un peu son histoire, sans même qu'on ait besoin d'en parler ou de donner des mots sur ça. Et ça, donc, c'est fou. Pour revenir à ta question première, là, qui est la mouture sur meule de pierre. Donc ici, les pierres, comme je le disais, c'est des pierres qui viennent de France. Ces pierres-là font 1,35 m de diamètre. Chaque pierre pèse environ 1500 kg. Vous avez une pierre dormante qui repose sur le plancher et une pierre tournante qui, elle, évidemment, est au-dessus de la pierre dormante. Elle est actionnée par un axe vertical qui vient du sous-sol ici. Okay. Entraîné là par un moteur électrique. Avant, c'était entraîné... tout le système est encore là. Hein. Okay. Avant, c'était entraîné, évidemment, par l'axe de la roue, qui entraînait un axe principal avec ce qu'on appelle un grand rouet. Un grand rouet, c'est comme une grande roue dentelée, hein, qui, elle, entraînait des petites roues dentelées, des engrenages, avec des petits axes qui supportaient chacune des pierres. Et ces axes-là, on appelle ça petit fer, dans la terminologie, faisaient tourner la roue. La roue, la roue mouvante. Hein. Une roue tourne aux alentours de 117 tours à la minute. Okay. Alors c'est bien important. En fait, ce qu'on va rechercher dans la mouture, c'est ce qu'on appelle la vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire, c'est elle qui va déterminer la rapidité à laquelle on fait le travail, mais qui va limiter aussi l'échauffement de la farine.
Si je tourne bien trop vite, je vais chauffer énormément la farine, je vais déstructurer la farine, dénaturer la farine, je vais détruire certains éléments, les vitamines, certaines protéines, etc. Donc, on a un souci dans cette mouture, justement, à honorer la farine qu'on travaille pour que le boulanger puisse avoir toutes les qualifications de la farine. Exact. Ce qui différencie énormément la mouture sur molle de pierre par rapport à la mouture de sourcilade. Alors, c'est quoi la mouture sourcilade? Qui est la mouture que tous les consommateurs utilisent? Si tu manges des pâtes, ouais, c'est ça. Si tu manges du pain, toutes les farines, tout ce qui contient de la farine, planifiable, à 99,9999% de la vie de tous les jours, c'est de la mouture sourcilade. Donc les silades, c'est des silades d'acier qui sont en quinconce. Le grain passe entre ces silades, il tourne en sens opposé, les silades sont cannelées et les cannelures et le sens opposé entraînent le grain à passer entre les deux silades. Et les silades agissent par compression, donc c'est de la pression qui est faite sur le grain et qui éclate le grain. Exactement. Et on va sur plusieurs niveaux. Oui, en fait, on décompose la production de la farine parce qu'au premier passage, on n'obtient pas 100% de la farine. Non. On obtient un certain pourcentage. Les premiers passages, on appelle ça du broyage, un peu comme je fais là, du broyage. On retamise, donc là, comme ici on le voit en arrière de nous, on remonte les farines dans un système de tamisage. Le tamisage, c'est par granulométrie tout simplement. On sépare les différentes particules et les particules qui sont encore à travailler, comme ici on le fait derrière, vont être retravaillées. Donc la différence essentielle entre les deux, c'est qu'on a une longueur de mouture qui est beaucoup plus importante sur molle de pierre par rapport à la mouture qui est sur cylindre. Évidemment, sur cylindre, on obtient de plus grands volumes de mouture. Ici, avec mes 4 paires de meules, on fait à peine 400... Enfin, ça dépend. On va passer aux alentours de 550-600 kg de grains à l'heure. Okay? Ça reste une belle quantité, même si c'est dérisoire par rapport à de la... Complètement. Sur cylindre, mais ça reste quand même... T'as des usines qui font 50-60 tonnes à l'heure de grains. Ouais. Okay? Mais c'est comme... Donc, ils font exact, oui. Mais après, 100 fois ce que je fais là. Ça reste en fait un niveau de comparaison qu'on se fixe par rapport à... En fait, c'est nous qui fixons l'échelle, comme je t'avais parlé dans un entraînement qu'on avait fait. L'échelle, c'est nous qui la fixons. Si on compare ta quantité de céréales, de grains faits par rapport à celle qu'on faisait à l'époque de l'ouverture du moulin, t'as plus qu'un tuplé la quantité, voire ça c'est des sommes. Tu vois, donc tout dépend où tu mets le curseur. Tu vas choisir la quantité si ta quantité de farine ou de grains que tu passes est dérisoire ou non en fait. Ça reste une belle quantité. Je pense que pour le commun de mortels qui nous regarde, qui va à l'épicerie, qui va dans une grande surface, qui achète sa baguette, qui achète son n'importe quel produit de boulangerie. N'achetez pas vos baguettes en grande surface, s'il vous plaît. Je passe le message. Qui va chez son boulanger, qui achète sa baguette chez son boulanger, ou qui achète des pâtes alimentaires tous les jours. Je dirais, sur le volume global de ce qui est travaillé, je vais prendre notre cas ici, ok? On va faire environ 2000 tonnes de production. Okay? À Montréal, puis je parle juste de Montréal, okay? On va passer plus de 1 million de tonnes. Okay? Donc 2000 tonnes versus 1 million de tonnes. Et notre projet est exceptionnel. Je dis, en Amérique du Nord, alors je me trompe peut-être là, mais je n'ai pas la connaissance d'avoir quelqu'un qui, sur molle de pierre, fait le volume que nous on fait. Okay? En fait, c'est faramineux de se dire qu'on est capable de... C'est comme tu l'as dit, la meule de pierre, en fait, quelque part, aujourd'hui, faire de la farine sur meule de pierre, c'est presque réservé qu'à une typologie de personnes, c'est les boulangers qui veulent faire du pain un peu plus artisanal, en fait. Parce que qui utilise de la farine sur meule de pierre à grosse quantité, si ce n'est des boulangers, ça va être que de rares industriels, parce que comme tu dis, pour faire des pâtes, pour faire les produits du sens commun, qu'on trouve en supermarché, c'est souvent sur cylindre. Donc c'est fou de se dire que tu vas pouvoir passer cette quantité-là avec ton projet. Ouais, ce qui est étonnant, dernièrement, on est allé en industrie
Je pourrais montrer des photos là. On est allé en industrie. Non seulement le produit a notre farine. Alors là, en plus, on était très chargé. On était avec du blé entier à 100%. Okay. Enfin, 100%, 95%, parce qu'on a toujours des pertes d'humidité, des pertes de transfert de produits qui font en sorte que le grain que tu rentres à 100%, tu perds déjà juste ici à 1,5% sur la chaleur, l'humidité qui s'en va dans le processus. Hein. La mouture saumelle dégage une chaleur, ben, cette humidité s'en va dans tout le processus de la production. Le transfert de grains, évidemment, fait en sorte qu'on perd un certain volume et le criblage qu'on a, qui, évidemment, avant la mouture, enlève encore certaines particules, certaines impuretés, là, nous enlève encore un petit volume. Donc, par rapport au grain entrant, on va, même si on fait du blé entier, on va être aux alentours de 95% de farine finie, là, OK, mais qui contient l'entièreté du grain. Donc, on est allé en industrie, dans une grosse industrie ici au Québec, la deuxième la plus grosse, en fait, 850 000 pains par semaine. C'est quand même considérable. Hein? Ouais. Non seulement le produit a été extraordinaire sur la ligne de production, mais deuxièmement, on a été beaucoup, mais vraiment, quand je dis beaucoup, plus performant que le témoin. Okay? Okay. Alors évidemment, on est décalé par rapport au prix, mais ça se calcule. Ça se calcule et okay? puis ça... De toute Donc façon, tout ça pour dire que quand tu me dis que ce produit, il est essentiellement conçu pour la boulangerie artisanale. Bah, quand je dis artisanal, c'est pour du pain d'aspect artisanal. En fait, parce que les gens qui vont faire même en industrie, et c'est quelque part c'est intéressant, on va pouvoir en discuter plus tard, ça veut dire qu'on a une industrie qui évolue par rapport aussi à l'envie des consommateurs, parce que si on utilise des farines sur meule de pierre, si dans ton marketing tu dois faire ça aussi, c'est parce que ça a un plus grand intérêt nutritionnel, c'est parce que ça a plus d'intérêt, c'est parce que ça a un meilleur impact aussi sur certaines choses, ça a un meilleur impact au niveau de l'environnement, parce que tu vas utiliser des agriculteurs bien souvent qui ont une conscience plus importante sur leur terre. Donc même si c'est plus de l'artisanat pur avec cette industrie-là, eux, ils font ce mouvement de changer, de switcher leur farine en prenant de la meule de pierre parce que c'est meilleur à la santé, parce que c'est plus sain, il y a plus de nutriments. Et quelque part, tu vogues un petit peu dans ton marketing, dans ton image, sur le côté artisanal, sur le côté où on essaye d'être plus ce qu'on faisait avant, en fait. Tu vois, donc c'est plus l'industrie du rendement et du... J'ai été dans l'industrie, donc je te disais la semaine dernière. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans le pain tranché. Ok. Ah ouais. Donc là, on est très loin du pain croûté, on est très loin de la baguette. Mais c'est bien pour le consommateur. Et dans le pain tranché, ce qu'on a réalisé, c'est que non seulement on avait augmenté la qualification du produit, de loin, mais de très loin. Du produit, je parle du volume du produit, je parle... Et tu es certainement au courant, dans l'industrie, comme pour aller vite, on va ajouter, ici en Amérique du Nord, on ajoute, et je pense aussi ailleurs, on va ajouter des gluten notamment. Hein. Or, le gluten, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, parce qu'on en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'intolérance au gluten aussi. C'est pas de l'intolérance. Enfin, c'est plus une mauvaise digestion, c'est une intolérance légère. Quand je dis intolérance aujourd'hui, 80% c'est parce qu'il digère moins bien. C'est ça, moi j'ai justement une personne dans ma famille qui est maladie de cœliaque, donc elle c'est la vraie cœliaque, elle viendrait même pas ici. Elle viendrait pas ici, et d'ailleurs quand tu parles à ces gens-là, ils aimeraient pouvoir reconsommer du gluten tellement c'est important et que c'est ça c'est un film. Oui, c'est un film. C'est 0,2. C'était aussi un effet de mode par un temps, et puis c'est aussi une intolérance, une indigestion, parce que factuellement il y en a aussi beaucoup plus de gluten dans le. Donc là, on fait notre test. On avait une journée seulement devant nous. On a réussi, on avait 2 tests à faire, on a réussi à pousser un 3e. On a cette journée-là diminué de 50%. Le pourcentage de gluten qui était ajouté. L'industrie était tellement enthousiasmée par ces essais qu'ils ont délibérément eux-mêmes choisi toute cette semaine de poursuivre les tests. Ils ont poursuivi les tests, ils mettent même plus 25% du gluten de ce qu'ils mettaient auparavant pour avoir un meilleur résultat. Okay? Donc tout ça pour dire que
au final, déjà, mais c'est une transition. J'ai découvert la mouture sur meule de pierre après des dizaines d'années de mouture sur cylindre. Ouais. Okay. Évidemment, j'ai été chanceux, mais aussi, je pense, comme dans le reste, il faut saisir nos opportunités. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir un ami en France qui est le leader de la farine au monde, de la farine sur meule de pierre. Et quand il m'a demandé, quand il m'a interpellé en fait de s'associer au projet que je faisais ici au Québec, évidemment, ça n'a pas été très long. J'ai accepté. Très vite. Mais... Oui, j'ai accepté cette association particulière parce que, premièrement, on est à 7000 km l'un de l'autre. Deuxièmement, on est surtout des amis. Et puis, moi, j'étais complètement innocent sur cette mouture. Donc, je ne connaissais absolument pas. Je suis allé à la guerre un peu avec quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. Évidemment, j'avais un petit peu tracé ma voie auparavant ici au Québec dans la farine. Hein. Donc, j'ai frappé à la porte de gens que je connaissais. Et rapidement, on s'est aperçu, alors quand je dis on, c'est autant les clients que moi, qu'on avait quelque chose entre les mains qui était complètement différent, qui était tellement différent que ça pouvait apporter quelque chose de novateur, à la limite, alors, il faut y penser parce que ça fait des millénaires qu'on fait de la farine sur meule de pierre. Puis, là maintenant, en 2024, on innove avec un produit que finalement parce qu'on a est aussi, fait depuis des millénaires. Ouais, parce que la balance, la bascule a été très vite faite à cause de l'industrialisation et le besoin de nourrir et de faire des plus grandes quantités. On s'est dit, la meule de pierre, c'est plus aussi intéressant. C'est la révolution industrielle qui a amené ça. Et puis c'est aussi on pourrait revenir peut-être sur le grain de blé, parce que juste avant qu'on puisse, moi je voulais savoir si, est-ce que le grain de blé, on a parlé du taux de gluten qui était de plus en plus important dans l'alimentation des gens, est-ce que le grain de blé, aujourd'hui en 2024, on va dire, a perdu en qualité nutritionnelle et nutritive par rapport au grain de blé qu'on pouvait faire pousser sur les mêmes terres il y a de ça 300 ans ou même 1000 ans? C'est difficile de répondre à cette question parce sur un terme plutôt général, on va dire. Ce serait plutôt des perceptions. Okay? Je ne te parlerai pas peut-être d'analyse scientifique qui existe peut-être que je ne connais pas. La perception que j'ai, c'est qu'ici, on le voit, on écrase de plus en plus ce qu'on appelle des blés anciens. Okay? Ouais, et on en reviendra d'ailleurs, c'est un sujet. Et c'est assez bizarre parce que non seulement, alors, je vais mettre mon chapeau d'agriculteur, on arrive à cultiver des blés anciens et quand même à avoir des rendements par rapport au blé qu'on a nous ici au Québec qui restent quand même relativement raisonnables. Et je dirais aussi que au point de vue de la boulangerie, je viens avec des blés anciens en boulangerie. J'ai encore fait quelque chose d'extraordinaire la semaine dernière. Pas moi en fait, c'est un boulanger de mon associé qui est venu pendant une semaine ici et on a fait une formation dans une école à côté de Montréal. Et cette formation était pour on va dire un réseau de boulangeries qui est le plus gros réseau de Montréal, qui existe depuis une trentaine d'années. Et on avait devant nous quasiment autant de boulangers qu'il y a de magasins. Hein. Et là-dessus, on fait les formations des différentes farines qu'on leur livre. Mais en même temps, on est revenu sur une formation sur un blé ancien. Le blé ancien, tellement ancien, c'est le blé qui est à l'origine de tous les blés ici en Amérique du Nord. C'est quel blé? Le blé marquis. Le blé marquis, oui, bien évidemment. Le premier. Et là, grande surprise, c'est que ce blé marquis, alors qu'on faisait des tests avec toutes les autres farines issues de blé, de mélange de blé, on va dire dit moderne, okay? Le blé marquis pur
a été étonnant et a donné à la limite de bien meilleurs résultats que ces fameuses variétés modernes. Mais c'est ce que je me demandais aussi. Et c'était surprenant pour les boulangers, évidemment sur place, les artisans qui font partie de ce réseau, parce qu'il y avait autant de paires de mains qu'il y avait de magasins. Il y a à peu près 25 magasins dans ce réseau à Montréal. Et même pour le démonstrateur, qui a découvert ce blé. Cette panification. Et on dit toujours que la vérité sort au four. Hein? Oui, à la sortie du four, exactement. Et quand au four, ben, on le voit très vite, après 10 minutes au four, toute l'expression du pain, après ça, c'est la cuisson finale, je veux dire. Réaction de Mais en plus, on ne lui a pas donné toutes les chances parce que ce réseau, avec ce blé-là, fait des grandes pièces, okay? Des pièces de 3 kilos, là, hein, non formées. Donc, on est allé dans une difficulté supplémentaire, tu vois. Et malgré tout, on a vu un pain entrer dans le four à un volume et se multiplier 4 fois le volume de ce qu'il était à l'initial. Et on s'est regardés tous comme surpris par rapport à toutes les autres variétés modernes qui ont coûté des centaines de millions de dollars à mettre en place. Alors, le questionnement, c'est de savoir pourquoi on investit autant d'argent. Mais c'est pas plus pour le rendement que les blés ont été modifiés et ont été transformés. Et justement, comment je pourrais expliquer parce que j'ai pas tous les mêmes mots, les mêmes connaissances que toi, mais j'essaye de. En fait, on ait fait des croisements de blé. Justement, est-ce que c'était pas plus pour avoir plus de blé, plus de rendement, une plus grande quantité, puis des blés plus grands ou plus petits, enfin sur des paramètres, mais pas parce qu'à l'époque on s'intéressait peut-être moins à ses compétences nutritionnelles et panifiables. Bah, évidemment, c'était plus faut faire du rendement. On est en Amérique du Nord ici, hein. Ouais. Donc on peut pas se comparer à ce qui existe en France, en Belgique, en Allemagne. Donc c'est très particulier à l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est un pays d'exportation. Okay? Il y a un travail conséquent qui a été fait, notamment par la Commission canadienne des blés, pour viser le marché d'exportation. Et ce travail de la sélection génétique a été tout le temps mené sur la qualification des gluten, okay? De la protéine. Or, il se fait que au Canada, on va exporter partout dans le monde, et d'ailleurs aussi en Europe, des blés qui arrivent en Europe largement au-dessus de 14, 15, 16% de protéines. Okay? Donc on a, au fil des dizaines d'années de recherche, là on parle depuis le début du XXe siècle, que la Commission canadienne et Agriculture Canada se sont penchés sur la sélection des variétés de blé. Donc déjà en partant, il y a une question à se poser quand dans la transformation du pain, tu fais un pain qui est issu à 100% d'un blé qu'on va appeler en Europe dit améliorant. Okay? Déjà là, il y a une question, c'est de savoir si je suis meunier en France et que j'achète du blé améliorant canadien très cher et j'en mets 3% ou 5% pour améliorer l'équilibre et assurer à mes boulangers français un super beau développement. Moi, ici, quand je fais du blé à 100% de ce blé-là, waouh! Oui, exactement. Mais est-ce que c'est pas parce que on parlait de la qualité nutritionnelle des blés tantôt, est-ce que c'est pas aussi parce qu'au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, il y a une chance qu'on n'a pas en France aujourd'hui, qui est l'espace. On a des terres, en fait, il y a un espace par rapport à la France, pas illimité, mais on a des plus grands espaces, on a plus de potentiel champ, et donc du coup, des terres qui sont plus, en fait, on peut diversifier les terres sur lesquelles on va planter nos blés, on peut les laisser reposer, on peut les laisser pendant 1 an, 2 ans si on veut, avant de replanter ce même blé, alors qu'en France, on ne peut plus faire ça aujourd'hui, parce qu'en après-guerre, il a fallu faire de la production, on a utilisé énormément de notre espace pour faire des champs, et donc du coup, on perd de la qualité. En fait, c'est pas qu'on perd de la qualité, mais si on laisse pas tu me corrigeras si j'ai tort, mais si on laisse pas notre sol reprendre de ses qualités, le redonner un peu, reprendre vie après l'avoir labouré, après l'avoir planté, notre blé va forcément être
être de moindre qualité, alors ils sont obligés d'aller chercher ce que tu disais, donc des blés d'améliorants canadiens qui, eux, à la base, ils sont sur des terrains qui n'ont pas servi pendant 2 ou 3 ans. Et puis, même si tu viens de finir, tu peux utiliser un autre champ qui est à côté pour replanter ton blé au lieu Il y a très peu de ce que je connais de l'Ouest. Nous, on est dans l'Est du Canada, là, ici, mais de ce que je connais de l'Ouest, il y a peu de jachères. Il y a très peu de jachères, comme tu parles, d'1 an, 2 ans, très peu. Par contre, les terres sont immenses. Un agriculteur canadien, même biologique, facilement, alors j'ai parlé en hectares, ici ils parlent tous en acres, mais en hectares ici peut cultiver facilement 10, 12, 13 000 hectares. Un producteur, astronomique pour... sans avoir de main d'œuvre ou quasiment pas. Donc, parce qu'il y a une raréfaction de l'eau, ça c'est la première des réalités, c'est que au Québec ou en France? Enfin, au Canada, non, je parle du Canada. Le Québec produit rien du tout. Quand je parle du Canada, c'est l'Ouest canadien, on appelle ça les prairies. Et dans l'Ouest canadien, donc ce qu'on va définir comme Manitoba, Saskatchewan, Alberta, c'est une partie d'Ontario. En fait, à part l'année 2024, on a quand même très peu de précipitations. Donc, comme on a peu de précipitations, comme on a un territoire qui est immense et qu'on a peu de main-d'œuvre, qu'on a très peu aussi de fertilisation, surtout si on est en culture organique, biologique, les gens vont cultiver avec des espacements très larges. Alors, ça, je veux dire, par rapport à l'agriculture européenne où on va densifier au mètre carré, je sais pas, en Europe, on est facilement des fois à 700-800 épis au mètre carré, là. Dans l'Ouest canadien, on va être à 300 épis au mètre carré, même pas. Donc, de ce fait-là, oui, la disponibilité de l'azote qui va donner la protéine au mètre carré, ben oui, le plat de pâte est plus gros. Exact. Donc, il est évident que la qualité soit supérieure. Il y a des gens, on va tous les tests qu'on peut faire, on va remarquer une relation entre la densité de ce qu'on va faire et la quantité de protéines. Mais pas que. Il ne faut pas oublier que si on regarde au point de vue de la latitude et qu'on se place à Winnipeg, à Regina, puis qu'on s'en va et qu'on se reporte en Europe, on se ramasse à Oslo ou je ne sais pas où là. Donc on est beaucoup plus proche de l'hémisphère nord. Or, le blé est un végétal qui réagit beaucoup à la photopériode. Donc, la photopériode, c'est le nombre d'heures de lumière par jour de disponibles. En été, dans les provinces de l'Ouest canadien, dans les régions de production de blé, il va faire clair à 3h le matin, 3h30, et il va commencer à faire nuit à 23h30. Donc, on a des journées beaucoup plus longues. De ce fait-là, on a beaucoup plus d'échanges entre la tige et l'épi, qui fait en sorte que l'épi est beaucoup plus nourri. Donc déjà, en partant, on a un épi dont les racines de la tige ont une disponibilité beaucoup plus grande que les mêmes racines vues dans une densité beaucoup plus intense. Et en plus de ça, on a beaucoup plus d'heures pour qu'il y ait des échanges. Donc tout ça fait en sorte que on a des grains dans l'Ouest canadien qui sont d'une qualité. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème hydrique. Peut-être que dans les décennies à venir, ça va être un très gros problème. Un gros défi, peut-être. Effectivement. L'eau, c'est quand même un enjeu qui va devenir important. Si tu me permets, avant parce que là on commence en fait, on a cassé la croûte, mais on est bien rentré dans son épicentre, on a quand même parlé de sujets
bien technique pour nos auditeurs. On a même en fait développé, je regardais mes petites notes, on a en fait développé même sur certains sujets de la deuxième rubrique. Je m'excuse. Mais il n'y a pas de souci. Tu sais, s'il y a bien une chose que je sais avec toi, c'est que c'est compliqué. Et en fait, le challenge que tu me donnes, c'est de la digression et de toutes ces choses-là. Et ça me permet d'apprendre aussi. Avant qu'on passe à la deuxième rubrique, moi je voudrais juste savoir si tu voudrais revenir rapidement sur quelques questions bien ou mal qu'on a parlé, si tu voudrais en reparler, parce qu'on a par exemple parlé du fait de blanchir la farine. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas en France, qui n'est pas autant vendu en France. Moi, j'ai jamais vu en France des farines blanches non blanchies ou farines blanchies, etc. C'est vrai que moi, j'ai vu ça quand en arrivant au Québec. J'ai dit qu'est-ce que c'est ça blanchit? Et je savais même pas ce que c'était. J'ai dû me demander, et en fait, j'ai compris. Tu disais que c'était, je sais plus le mot que tu avais utilisé à la place de mal, mais c'était pas bien. En quelques mots, tu pourrais expliquer vite fait ce que ça pourrait être et pourquoi tu trouves que c'est pas bien? En fait, le blanchiment de la farine en Amérique du Nord se fait de façon complètement chimique. Il était auparavant une demande parce qu'on était dans une industrie du pain tranché blanc, pas de mie. Hein. Il y a 30 ans d'ici, il n'y avait que ça. Là. Ouais. Donc, la pureté voulait qu'on ait un produit extra pur, plus blanc que blanc. Et de ce fait-là, pour être certain d'avoir une farine impeccablement blanche, qui allait donner une mie impeccablement blanche, qui évidemment était quasiment incolore, insipide et inodore, là, répondait à un marché. C'est de moins en moins vrai. On a c'est vrai qu'en fait, petit à petit, les gens s'habituent, et puis aussi avec la... Non, mais je dirais que la réglementation aussi évolue. Ah oui? Okay. Oui. Tant mieux. Puis je dirais que ce soit le blanchiment de farine, et puis il y a des tas d'autres choses. Hein. Il y a des choses qu'on utilisait ici couramment, qui sont quand même de moins en moins utilisées. Exemple, des oxydants puissants, l'ADA. L'ADA, c'est l'azodécarbonamide. Alors, tu tapes ce mot-là sur Internet, il y a ton écran qui explose. Oui, c'est ça, il y a autant de panneaux que de lumière à Las Vegas que sur l'écran en ce moment. C'est incroyable, hein? Ouais. C'est un produit extrêmement cancérigène. C'est fou que... Et la raison pour laquelle il était utilisé, c'est qu'on est dans la fameuse économie nord-américaine du just-in-time, okay? Ouais. Et où on produit un grain, on transforme un grain qui, dans l'heure qui suit sa transformation, est envoyé dans l'industrie et 2h30 donne un pain tranché prêt à mettre à la distribution. Ça n'a pas de bon sens dans la vision que moi j'ai de mon métier, bien évidemment. Ouais, mais et puis dans la vision que tu peux avoir de la temporalité, de l'importance de la temporalité. Bah après, ça c'est une échelle plus petite, mais bref, ça reste quand même que pour moi, quand on parle de tu fais une farine et 2h30 après, tu as ton pain limite qui est cuit, ça reste quand même assez... en fait, c'est là que tu te rends compte, selon moi et ma vision, comment je pourrais utiliser, je sais pas quel bon mot utiliser, mais de la folie humaine d'en venir à de la rapidité, à du produit vite et de nourrir. Enfin, je trouve que c'est quand même fou parce qu'en plus, quand on voit les moyens qui sont utilisés, on parle de camions qui arrivent, qui partent, c'est pas des trains. Ouais, c'est quand même assez phénoménal. C'est emmené par la concentration, donc la consolidation, au lieu d'avoir... il était un moment dans les années 70, au Québec, il y avait des boulangeries dans chaque village, et des boulangeries... Alors, OK, on était dans le pain tranché, mais il y avait des boulangeries dans chaque village. Et par la suite, elles se sont faites racheter par le même groupe, racheter et puis de la journée même payer et le lendemain vider. Okay? Ici, ce qu'on appelle des 53 pieds ou des semi-remorques en France, hein, le lendemain de l'achat, le gars faisait le chèque, sortait la personne dehors, puis le lendemain, il y a un camion qui venait charger tout le matériel pour aller, comme on dit ici, à la scram. Donc, détruire, ok? Et toute cette production était ramenée à Montréal parce qu'elle était centralisée et parce qu'elle coûtait beaucoup moins cher que d'avoir des points un peu partout, ok? Donc c'est ce qui s'est passé, c'est l'industrialisation et la concentration de la production, mais qui vient avec ses contraintes. Et ces contraintes, c'est la rapidité.
notamment. Exact. Ces contraintes, c'est pas d'inventaire. Parce que comme on est tellement gros, c'est pas pensable d'avoir un inventaire de farine de 2 semaines, 3 semaines. Ça prendrait des silos de fou, ça prendrait de l'argent énorme. Là, donc, on vit dans un modèle qui roule à l'heure. Ouais, non, mais c'est fou. Et où, comme conseiller, consultant, tu peux gagner ta vie à économiser des secondes et des minutes dans l'industrie. Il y a des gens qui ne font que ça. C'est comment rendre la chose la plus efficiente en coupant de ceci, en coupant de cela, en ajoutant des améliorants là, okay, donc, pour accélérer la cadence. C'est ça. Et donc là, digression rapide, mais pour beaucoup de boulangers en général, ce qui les rapporte et pourquoi ils vont taper sur les doigts de leur meunier en général quand on a un petit boulanger artisanal, c'est oui, le taux de plancher il a été respecté. Bon là, on peut oublier sur ce genre d'affaires le tôt de plancher du pain. Mais après, c'est sur de la meulerie. Mais tu sais, Étienne, mais après, sur une meule de pierre, je crois que c'est pas forcément important d'ailleurs. Ce qu'il faut se rendre compte du changement que nous vivons présentement au Québec. On est encore, mais on est en train de quitter le pain support et on s'en va tranquillement dans le pain nutritionnel et de plaisir. Ouais, okay? C'est ça. C'est le grand changement qu'on vit. Au Québec, il y a 35 ans, il y avait 2 fromages. Il y en a 550. Okay? Et au Québec, avant, tu avais du pain tranché, point, avec 2-3 usines de pain tranché. Et maintenant, tu as 400-500 boulangeries. Et on est à la veille de l'explosion de la boulangerie, hein, de l'explosion partout dans les régions, que ce soit au Lac-Saint-Jean, n'importe où. Comme en grosse, là, d'un intérêt en fait commun. En fait, C'est nouveau, c'est très nouveau. Oui, ça reste nouveau. Et comme on a changé, le modèle est en train de changer tranquillement, il y a un intérêt pour ce qui va donner du goût, de la saveur et de la nutrition. Exact. C'est le métier qu'on fait. Exactement. Ce qu'on fait comme farine là est tellement différent d'une farine autre, tellement différent d'une farine qui sert à faire du support. Quand je dis du support, en fait, bien comprendre que le pain qu'on avait, les fameux pains hot dog, ben, c'est pour mettre une saucisse. C'est pour faire le hot dog. Okay? Ou tu achètes du pain, c'est pour faire ta boîte à lunch. Hein, ici, les enfants ont tous des boîtes à lunch pour aller à l'école. Ben, il faut que ça rentre. Les boîtes à lunch sont faites en fonction des tranches du pain. Là, okay? C'est carré, les boîtes à lunch. C'est pas rond, c'est pas ovale, c'est carré. Okay? Et c'est la dimension de la production du pain. Et là, ben, c'est pour mettre... en fait, c'est un support qui sert à mettre le fromage, le jambon. Okay? Ben, tu aurais, je sais pas moi, du papier consommable, ce serait pareil. Mais on quitte tranquillement ce modèle. Alors je dis tranquillement parce que les études démontrent quand même que 78% du pain, c'est encore du pain tranché. Quand tu es habitué à ça, il y a forcément des habitudes, on sait tous que c'est dur à changer, que ce soit dans la vie du quotidien ou pour l'alimentation encore plus. Quand tu as quelque chose qui est mis en place depuis des années, avant de pouvoir les changer, il faut faire ça petit à petit et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais justement, avant, je te propose de passer à la deuxième rubrique de cette émission, si tu le veux bien, la rubrique numéro 2, la levée des mystères. C'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.